Bonjour à tous, bienvenue sur Only Agent Podcast numéro 112. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Pour une fois, on fait pas un podcast aux aurores chez moi, puisque c'est dimanche soir, pépère. Bon, il se passe pas grand-chose dans la NFL, mais on a quand même quelques petits trucs à vous raconter. Et puis il me semble qu'on a des questions. Ouais, j'allais dire, pour une fois, tu te plains pas de l'horaire, donc c'est très bien. On commence sur des bonnes bases pour cet épisode. Effectivement, aujourd'hui, on va parler donc de quelques moves qui s'est passé, parce que c'est effectivement, on avait fait un podcast pour parler du premier jour, et c'est là qu'il s'est passé la majorité des grosses signatures. Et puis, au moment où on enregistrait le podcast, on venait d'avoir la signature de Drew Lock, et puis il y a eu, voilà, depuis quelques autres signatures, beaucoup de signatures sur la O-line, beaucoup de profondeur sur la O-line, ce qui est assez logique. Quelques départs aussi, peut-être qu'on pourra en parler, des quelques joueurs qui n'ont pas re-signé chez nous. Et puis on enchaînera puisqu'on vous a demandé hier est-ce que vous avez des questions sur des sujets divers et variés, on essaiera d'y répondre, on va voir tout ça, mais avant de commencer et j'ai fermé la page, bien joué Plax, donc je voulais parler... Tu vas nous parler du Patreon. Du Patreon, puisque je voulais vous rappeler que vous avez moyen de nous soutenir en allant sur la page du Patreon et en vous abonnant. Et on voulait remercier notre dernier en date qui est Thibaut, qui a effectué, comme vous pouvez le faire vous aussi de votre côté, un versement. Et ensuite, il s'est désabonné pour ne faire qu'un versement une fois. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Soit vous restez abonné sur autant de temps que vous le souhaitez, soit vous pouvez, dès le premier versement, vous désabonner. Comme ça, vous avez fait un versement ponctuel. Et en tout cas, quoi que vous fassiez, on vous en remercie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ah oui, j'ai fait des modifications, puisque tu savais que notre palier à 10€, c'était le palier Saquon Barkley. Eh bien, je l'ai changé, et c'est désormais le palier Dexter Lawrence. Voilà, je me suis empressé de modifier ça, effectivement. Et donc, on rappelle donc le palier, je sais plus, il y a le palier Graham Gano à 3€, le palier Dexter Lawrence à 10, le palier à 30€ de Plaxico Burress et le palier à 100€ de Eli Manning. Et on a eu une personne qui a fait 2 fois ce palier-là. Et voilà, donc c'est suffisamment important pour être je lui ai dit, ça restera qu'est-ce que je lui ai dit dans les annales, je sais plus, il a fait l'histoire, je sais plus ce que j'ai dit, bref, une bêtise de ce genre là, ça restera dans les annales, exactement. Oui, hein, forcément, hein, donc c'est des versements qui nous aident énormément, hein, et qui couvrent une grosse partie de nos frais, donc c'est vraiment super. Ça c'est très cool. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur le Patreon, Thiergo ? Non, tout simplement merci, et puis surtout plus globalement merci à tous nos auditeurs qui sont encore très fidèles. Ce qui n'est pas forcément facile dans une période comme celle des Giants, hein, qui est un peu longue, où tout est un peu au fond du trou. Mais on a eu une bonne saison. J'ai quand même le sentiment qu'on est sur une intersaison. Alors pas là maintenant parce qu'il se passe pas grand chose, mais on est quand même sur une intersaison un peu passionnante où il y a plein de trucs de qui les Giants vont drafter, etc. Enfin, quand on va se rapprocher de la draft, il va y avoir beaucoup de choses à se raconter. Ah oui, c'est clair. Et la draft viendra d'ailleurs sur les épisodes prochains. Est-ce que ça te va si on parle des quelques joueurs qui nous ont quittés ? Alors, on va pas tous les citer parce qu'il y en a sûrement certains. Ils sont toujours vivants, hein, parce que quand tu dis qu'ils nous ont quittés... Je devrais mettre une petite musique d'enterrement derrière. Parlons des joueurs qui nous ont quittés. En mémoire de J. Edward, parti trop tôt. Non, alors on peut peut-être commencer par les joueurs qui sont partis, qui en tout cas pas re-signé chez nous, parce qu'ils sont pas vraiment partis dans le sens où ils étaient en fin de contrat. Notamment J. Edward qui a signé je ne sais plus où, mais c'est pas très étonnant de ne pas le voir re-signer, puisque c'était un peu une signature Win Martindale, j'ai l'impression. Chez les Vikings, si je ne dis pas de bêtises. Chez les Vikings qui sont en train de nous faire un petit coup de filou, les Vikings, puisqu'ils viennent d'échanger des tours pour... ils ont désormais 2 choix de draft au premier tour, et beaucoup estiment qu'ils vont nous sauter par-dessus, passer juste devant nous la draft pour aller drafter JJ McCarthy, mais bon, ça on en parlera plus tard. Pas forcément une mauvaise nouvelle, mais on en parlera plus tard. Moi je suis pas d'accord, mais ce sera bien l'occasion d'en parler sur le podcast Free Agency. Bref, donc lui il est parti, ce qui est assez logique, hein, on va pas pleurer le départ de J. Edwards, c'était un bon joueur de vestiaire, mais j'ai l'impression qu'il était trop lié à notre ancien Martindale, ça devait être la principale raison pour laquelle il était là. Parce qu'en fait, il connaissait le système Martindale, il fonctionnait bien dans ce système-là. Je dis pas qu'il était là parce que Martindale l'aimait bien, enfin juste parce que Martindale était bien, c'est juste qu'en fait, il correspondait bien au système Martindale et que Bowen a dû se dire non, un type comme ça, je peux pas en faire grand-chose. Donc ouais, fini l'expérience J. Edward qui... moi, ce que j'aimais bien chez J. Edward, c'est que c'était vraiment un leader défensif et il y a eu notamment cette prise de bec avec Aaron Rodgers, tu sais, pendant la pré-saison, où
Alors, je sais plus exactement. Ah oui, c'est ça. Tu sais, il y avait Ça me dit quelque chose. ce receveur des Jets Randall Cobb. Qui avait fait un bloc illégal sur un de nos défenseurs. Et puis, en fait, quand J. Howard a vu qu'ils étaient en train de se marrer et que Aaron Rodgers, il a filé un paquet un peu violent mais légal sur Rodgers et les deux sont pris. Je me rappelle. Enfin voilà, c'est un gars qui défend le collectif. Et ça fait et t'aimes bien ce genre de joueur, c'est important d'avoir ça dans un effectif, c'est vrai. Maintenant, sur le plan production, il a réalisé quelques sacs l'an dernier, c'était un bon joueur de rotation. Et avec l'arrivée de Brian Burns, c'est vrai que peut-être on avait peut-être aussi moins besoin de lui. Et j'ai l'impression que ce poste sera peut-être, en tout cas au niveau production, plutôt repris par un Ojulari qui reste dans notre effectif et qui, malgré ses blessures, s'il arrive à être un peu plus constant en termes de blessures, parce que je rappelle que depuis qu'on l'avait vu à l'intersaison, on a dit « Waouh, regarde, Super Saiyan 8, il regarde le muscle qu'il a pris. » Depuis, il a fait que de se blesser. Donc s'il arrive à jouer de manière un peu plus régulière, peut-être en étant remplaçant, donc en étant moins sur le terrain, il pourra en tout cas reprendre au niveau production. S'il arrive à 4-5 sacs, ça peut être très bien. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre départ, Thiago? Parce que je ne les ai pas tous notés, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Je me souviens. Eh bien, nous avons eu Matt Peart qui a signé. Oh non, terrible. Moi, j'étais au fond du trou, quand j'ai appris ça. J'étais au fond du trou. Ouais, tu l'as d'ailleurs bien retenu. Moi, il y a une signature qui m'embête beaucoup parce que il m'a fallu à peu près 4 ans pour retenir son nom. Et Ben Bredesen est parti chez les Bucks. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu arrives à dire Bredesen et pas Benderson ou je sais pas quoi, il est parti. Bredenson. Au début, c'était Brad. Au début, c'était Brad. C'était Brad Bredenson. Puis on passait à Ben Bredenson. Et donc il est parti chez les Bucks. Ouais, c'est bien. C'est dommage un peu ça, parce que pour le coup, sans parler de son nom, c'était un joueur qui quand même restait parmi nos mecs un peu réguliers, on va pas dire solide, mais qui faisait à peu près le taf, on va dire, de manière passable. Il rendait des services corrects, mais c'est sans plus. Et puis on a aussi un autre joueur que je chérissais particulièrement, Paris Campbell, qui est parti chez les Philadelphia Eagles. Donc on va bientôt pouvoir les renommer Philadelphia Giants. C'est dommage. C'est triste parce que c'était vraiment ton chouchou, toi. Vraiment, t'avais eu un crush sur ce joueur. Ouais. Mais tu vois, quelque part, je le sens au fond de moi qu'il va faire un match de taré contre nous. Mais c'est sûr, mais c'est évident. Bien sûr que et lui et Saquon Barkley vont marquer un touchdown contre nous. C'est évident. Le gars n'a rien foutu. Voilà, il a rien foutu de 2023 et puis il va nous faire un punt return de 110 yards. Ouais, non mais en vrai c'est un peu triste parce que c'est quand même un joueur qui sortait d'une belle saison chez les Colts et je sais. Alors à mon avis il y a quelque chose qu'on sait pas, mais soit c'est lui, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors avec le coaching staff ça collait pas, ou j'en sais rien. Mais c'était a priori, il était à, je sais plus, 700-800 yards quand même sur la saison d'avant, donc c'était quand même une belle saison. Et là il nous fait 100 yards, donc il y a clairement un truc qui allait pas. Et c'est pas comme si on avait non plus. Alors on avait une wide receiver room avec du monde, mais sans vrai receveur alpha, encore une fois, et ça va être sûrement le cas cette année encore, malheureusement, peut-être, on verra avec la draft, mais il n'a pas su s'imposer, et voilà, donc il part après une saison. C'était une signature qui n'a pas été concluante, malheureusement, et puis voilà, on espère qu'il n'aura pas trop d'impact chez les Eagles, mais c'est le deuxième joueur qui part de chez nous pour aller directement chez eux, donc lui on s'en fout un peu, autant Saquon Barkley ça nous est chier, autant lui, on va pas vraiment le pleurer. Voilà sur les. C'est vrai que c'était ces joueurs-là que j'avais un petit peu en tête. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ou pas? Parce qu'après, il y a eu forcément d'autres, mais qui sont à retenir. Je suis pas sûr que. Même Matt Peart, en fait, on s'en fout un peu au final. Non, on a des joueurs qui sont devenus free agents et qui ont quand même signé chez nous, puisqu'on a Darnay Holmes qui était en fin de contrat. Alors là, on parle plus des joueurs qui reviennent, effectivement. Donc oui, tout à fait, Darnay Holmes qui a été re-signé. Bien vu. Voilà. Pour un an, mais bon, Darnay Holmes, on l'avait dit avant la free agency. Son nombre de snaps défensifs n'a fait que réduire ces dernières années. Il est à 12 snaps défensifs sur l'année dernière et 45 snaps des special teams, donc c'est vraiment plus un special teamer qu'autre chose. On a Isaiah Hodgins aussi. Juste pour revenir sur Darnay Holmes. Effectivement, comme tu l'as dit, donc c'est plus actuellement un joueur de special teams qui peut quand même rendre quelques services
en défense quand il y a besoin, au poste de corner, qui fait malheureusement beaucoup de fautes. C'était à chaque fois ce qu'on a remarqué sur les dernières saisons, hein, les holdings à répétition. Il y a eu un holding qui n'a pas été sifflé contre les Redskins, les Commanders, qui nous permet de gagner ce match, ou passe interférence plutôt. Bon, enfin en tout cas il est souvent limite quand il joue corner, mais par contre quand il joue en special teams, il est bon, c'est un bon joueur de special teams, et donc ça c'est une première chose, ça on arrivait à le constater nous-mêmes, et une chose que j'ai entendue dans des podcasts, c'est que il était aussi dans le vestiaire, malgré sa réduction de temps de jeu, un mec, on va dire, un bon coéquipier, puisque c'est pas le genre de joueur qui allait se plaindre de ça. Tu vois, parfois t'as des mecs quand ils jouent plus, ils vont commencer à foutre le bordel, parce qu'ils sont frustrés, etc. Ce qui n'est pas son cas à lui, et je pense que ça joue dans sa signature le fait qu'il ait eu un comportement irréprochable. On sait que Joe Shane met beaucoup d'importance sur ça, sur les joueurs, qu'il soit dans le vestiaire irréprochable, et c'était le cas de Darnay Holmes, donc ça joue aussi, je pense, dans sa signature. Il a rien dit, il ferme sa gueule, il joue comme il peut jouer, et s'il n'a pas le niveau pour être corner titulaire, et ben il l'assume et il travaille. Donc c'est bien, et c'est, je pense, une signature pertinente qui, à mon avis, alors j'ai pas le montant du contrat, mais on va être pas loin du minimum minimum vétéran, je pense. Donc comment on dit ce minimum, quoi? C'est quoi le nom? Ouais, le salaire minimal des vétérans. Alors, moi j'ai vu un article qui disait qu'il avait un contrat qui était pas loin de 3 millions. Ah bon? Mais ce qui me surprend un peu... Bah non, oui, mais en fait... ah non, pardon, excuse-moi. J'étais déjà... Tu parles de Hodgins sur Joshua. Non, Darnay Holmes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Okay. Hodgins, on pourra en parler dans un instant. Bah oui, on peut y aller, hein. Ouais. Hodgins, en fait, il devait être restricted free agents. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les jeunes joueurs, en fait, sont des free agents restreints dans le sens où l'équipe dans laquelle ils jouent ont la possibilité de lever une option pour les empêcher d'aller sur le marché libre, et ils doivent signer un contrat qui est déjà prédéterminé par la ligue. En l'occurrence, Isaiah Hodgins, si les Giants avaient activé cette option-là, ils auraient dû payer 3 millions à Isaiah Hodgins garantis. Ils ne l'ont pas fait, ce qui fait qu'il s'est retrouvé sur le marché libre, et malgré le fait qu'il soit retrouvé sur le marché libre, il revient quand même chez les Giants. Et de ce que j'ai lu, mais c'est à vérifier, c'est à confirmer, ce serait 1 an et un peu en dessous de 3 millions, non garantis. Donc c'est peut-être ça la seule différence, c'est qu'il a à peu près le même salaire que ce qu'il aurait eu si on avait levé l'option, sauf que c'est pas garanti, ce qui veut dire que si jamais pendant le training camp on se dit ça fait pas l'affaire, on peut le dégager, ça ne coûte pas grand-chose. Ouais, alors Hodgins qui est arrivé en milieu de saison en 2022, où c'était un petit peu la galère en termes de wide receiver, on avait beaucoup de blessés, donc on l'avait fait venir en milieu de saison, il était dans le training... practice squad. Mec, je perds mes mots, practice squad des Bills. Il est arrivé, il avait joué 8 matchs avec nous, donc c'est la saison où on était allé en playoff, on avait gagné un match de playoff, et il avait réalisé 33 réceptions, 351 yards en 8 matchs, et cette année, il a joué 17 matchs, il a joué tous les matchs, il a starté que 9 matchs, mais bon, après c'est un joueur de banc, enfin, qui entre souvent en cours de match. Il réalise là beaucoup moins de yards, seulement 21 réceptions et 230 yards, donc 120 yards de moins que l'année dernière en 2 fois plus de matchs. Donc voilà, il a été plus difficilement trouvé. Après cette saison, on a eu tellement de galères à peu près tous les postes, et surtout au poste de quarterback, où on a fait jouer parfois jusqu'à 2 ou 3 quarterbacks dans le même match, donc c'est forcément plus compliqué pour les receveurs. Mais il était un petit peu moins impactant que l'année d'avant. Après, ça reste un bon joueur. Je pense que moi j'aime bien ses mains. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon pour se démarquer, il n'est pas très rapide, voilà, et c'est pas un joueur ultra athlétique, mais par contre, dès qu'il arrive à se libérer, il attrape le ballon, dès qu'elle est envoyée dans sa direction, c'est très rare de le voir dropper, et il va de temps en temps te marquer un touchdown grâce à ça. D'ailleurs, je crois que l'an dernier, il a dû mettre... l'an dernier, il a mis 3 TD quand même, tu vois, donc c'est pas si mal. En 21 réceptions, 3 TD, ça fait un beau pourcentage de TD par rapport au nombre de réceptions, donc voilà, c'est un joueur quand même qui reste intéressant, et je trouve que à 3 millions, c'est une signature qui est correcte. Est-ce qu'on a d'autres joueurs de ce style qui étaient chez nous et qu'on a re-signé? Parce que sinon, ça nous ferait une transition vers un autre receveur qu'on a fait venir. On a fait... il me semble qu'on avait parlé la dernière fois du fait qu'on avait signé Gunner Olszewski. Ah oui, Olszewski. Ouais, bah, ça, non, on avait déjà parlé. Bah, donc du coup, oui, on peut faire la transition vers les nouveaux joueurs qu'on a rajoutés. Ouais, donc, je pense que tu veux parler du receveur des Colts. Exactement, qui a été chez les Bills avant, il me semble, qui s'appelle lui aussi Isaiah, mais qui s'appelle Isaiah McKenzie, qui est là pour le coup,
clairement pour moi un joueur qui n'est pas du tout assuré de faire le roster final, qui est un joueur de rotation. De toute façon, Josh Hine fait beaucoup ça. Hein. Il signe des joueurs et à la fin, ça te donne plus de possibilités et plus de flexibilité pour signer ton 53 final. Je pense qu'il a raison. Isaiah McKenzie, donc, qui était dans la ligue depuis 2017, et depuis 2017, ce que j'avais marqué dans l'article Free Agency Tracker, 221 réceptions, 1427 yards et 11 TD, c'est quand même une production qui n'est pas gigantesque. Là, il était en provenance des Colts, donc bon, c'est un joueur de rotation, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire, je pense, pour ce mec-là. Ouais, tout à fait. Ouais, sauf si t'avais une stat ultra importante sur ce joueur, mais à mon avis, voilà, on peut s'arrêter là. Alors, ça, c'était juste le deuxième jour en fait de la Free Agency qu'on avait signé ce joueur-là, et c'était la même chose pour un autre joueur. Donc, vous savez qu'on a perdu Xavier McKinney, et on a signé un safety qui ne va pas du tout remplacer McKinney, mais on a signé Jalen Mills, qui a joué aux Eagles et qui était aux Patriots et qui rejoint donc les Giants pour ce poste de DB safety, mais qui là aussi, c'est pas du tout du poste pour poste, c'est pas un joueur qui a du calibre du tout. Et peut-être qu'on l'avait évoqué la dernière fois, j'ai l'impression de redire ce que j'avais déjà dit. Non, enfin, moi de mémoire, ou alors je te écouter. Okay. Mais Jalen Mills, on n'en a pas parlé, et bon là c'est un petit contrat. Alors, c'est un ancien joueur des Eagles, puisque apparemment il a joué 5 ans chez les Eagles avant d'être chez les Patriots. Bon, il était principalement titulaire chez les Patriots, de ce que j'ai compris, mais la saison dernière, sur 17 matchs joués, il a été titulaire que pour 8 d'entre eux. Alors est-ce qu'il a été benché au milieu ou pas? Je sais pas. Mais oui, c'est sûr que c'est pas du poste pour poste, comme tu dis, on n'attend pas de lui à ce qu'il joue au niveau de Xavier McKinney. Ça, ce serait se leurrer complètement sur le niveau du joueur, et on serait tous déçus si on pensait ça. D'ailleurs, en termes de corner safety, je trouve que on a été un peu léger en termes de signature sur cette free agency. Bah, après, c'est pas fini, encore une fois, mais tu vois, on compense pas vraiment ce départ de McKinney, je trouve. Autant le départ de Saquon Barkley, comme on dit souvent, running back par comité, où on va avoir, comme on le disait, 2-3 running backs qui vont remplacer un seul running back, où Saquon Barkley prenait 90% des snaps. Moi je suis quasiment sûr que ce sera beaucoup mieux réparti l'année prochaine entre 2-3 running backs. Est-ce qu'on aura un rookie, est-ce qu'on signera un autre joueur, je ne sais pas, bref, peu importe. Là, safety, bon, tu te dis, il y a peut-être quand même un petit manque. Voilà, je ne sais pas. On avait signé, alors je me souviens plus comment il s'appelle, on avait drafté l'année dernière, Gervarius Owens. Je sais pas si tu te rappelles de lui, qui était un joueur intéressant, qu'on attendait un petit peu, et il avait été blessé quasiment toute la saison. Donc bon, on a quand même des joueurs. Je dis pas qu'on n'a pas de joueurs, mais on n'a pas à l'heure actuelle un joueur aussi impactant que ce qu'on pouvait avoir avec un McKinney. Ou même un joueur juste un niveau en dessous. On est quand même quelques niveaux en dessous avec les joueurs qu'on a actuellement, donc voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu là, c'est vrai. C'est le manque de profondeur, ouais. Ouais, le manque de profondeur en DB. Alors, je sais, Adoree Jackson, il en est où en termes de contrat? Parce que si on a encore Adoree Jackson, je vais dire ok, ça va. Mais si Adoree Jackson est free agent ou je sais pas quoi. Non, il est encore sous contrat. Il me semble que c'est sa dernière année chez nous. Mais il est sa dernière ou son avant-dernière. Là, je suis en train de vérifier sur Over the Cap. Over the Cap 2023. Attends, c'est bizarre ça. Non, où est-ce qu'il est tout son contrat? On me dit pas où. Mais en tout cas, il est encore chez nous, ça c'est sûr. D'accord, parce que je suis en train de tomber sur un article, non, ils disent juste ce serait bien que les Chiefs aillent chercher Adoree Jackson. Ok, ce serait bien, effectivement. Bon, ça reste un joueur quand même qui est, je pense, et pour nous est pas mal. Hein, si on peut le garder cette saison encore. Après, c'est vrai qu'il avait un gros contrat, mais bon, il est quand même pas trop mal comme cornerback. Non, je suis en train de te dire une bêtise, on n'a plus Adoree Jackson. Il est plus chez nous? Il est en dead money chez nous. Alors Est-ce qu'on l'a coupé? Qu'est-ce qui se passe? Alors on est en live là. Qu'est-ce qui se passe? Adoree Jackson, New York Giants cornerback ESPN. Non, oui, en fait, tu vois, j'ai un article Giants unlikely to resign Adoree Jackson. Donc en fait, il va être en fin de contrat et on l'a pas re-signé. Ah bon, mais il apparaît encore chez nous sur NFL.com. C'est bizarre. Quel enfer. Alors attends, t'as été sur Giants.com voir dans le roster? Bah, là, en fait, je suis sur Over the Cap, qui est plutôt à jour et je trouve assez fiable, qui te met Adoree Jackson comme quelqu'un qui est dans la dead money.
Ok. Vous voyez on prépare bien nos podcasts. Hein. Ah ouais, là on est au top là. Ah, attends, faut que j'aille voir. Non, mais il est free agent. Il est free agent. C'est confirmé. Bon, alors ça veut dire que là, en termes de corner, on est quand même vachement light. Hein. On a Cordell Flott, on a Trey Hawkins qui avait quand même pas mal déçu, Darnay Holmes, Aaron Robinson. Non, mais alors lui, il va falloir arrêter. Ouais, on a, en termes de cornerback pur, on en a 4. Banks, Flott, Trey Hawkins, Darnay Holmes. C'est très limite. Faut voir ce que va nous apporter aussi la draft, mais bon, se reposer sur un rookie, c'est quand même pas génial. Et les safety, c'est Dan Belton, Jarvarius Owens, Jason Pinnock. Ouais, donc mais ça, je l'ai déjà dit lors du dernier podcast que j'étais quand même assez inquiet. Ouais, non, mais t'as raison. Même si après, je redis aussi ce que je dis, je pense pas que ça aurait été une bonne idée de signer McKinney à 17 millions par an. Ouais, mais maintenant le problème c'est que c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est que maintenant il faut le remplacer, quoi. C'est vrai que ça nous oblige ça nous fait un trou supplémentaire dans la raquette et ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est encore une fois Josh Allen a ses priorités et c'est comme ça. Bon bref, on peut passer à la signature suivante. Alors là, on va entrer dans la phase O-line et quand je dis ligne offensive, ça implique aussi les tight ends. Et on a été signé un joueur qui nous vient des Eagles et qui a une coupe mulet magnifique. Il s'agit de Jack Stoll. Et Jack Stoll, eh bien, j'ai été voir ses stats. Il fait à peu près une demi-réception pour 3/4 de yard. Et en fait, c'est un tight end bloqueur. Par contre, qui a l'air d'être un bloqueur intéressant. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 signatures comme ça. On a eu Jack Stoll qui nous venait des Eagles. Et on a eu un autre joueur qui s'appelle, alors là, Chris Manertz. Qui est un tight end qui nous vient de où? Des Broncos, je crois. Ouais. Des Broncos, voilà. Qui lui aussi, c'est pareil, c'est un tight end qui ne fait quasiment pas de réception, mais qui est un tight end bloqueur. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de joueurs. Les deux ont l'air d'être plutôt bons bloqueurs. Hein. Maintenant, comment tu arrives à faire de la place comme ça pour des joueurs comme ça dans un roster, bon, il faut, voilà, je pense pas que tu puisses garder les deux. Un des deux, ok, c'est intéressant, les deux, je ne sais pas. Sachant que la situation actuelle de Darren Waller, je sais pas si tu as un peu suivi, mais il hésite à prendre sa retraite. Ça fait quand même chier, parce qu'on a échangé un 3e tour l'an dernier pour lui. Il nous faisait une bonne saison, c'était notre meilleur receveur jusqu'à ce qu'il se blesse. Patatras, comme on s'y attendait. Mais là, c'est un peu relou parce qu'il nous dit pas où est-ce qu'il en est, il annonce pas à l'équipe s'il prend sa retraite ou pas. Et si, je sais pas comment ça se passe au niveau du cap, mais j'imagine que ça nous fait de la dead money si jamais il prend sa retraite. Enfin bref, c'est un peu chiant cette situation au niveau tight end et ces signatures-là, clairement, vont pas remplacer un Darren Waller niveau production à la réception. Je crois pas que ça a vérifié, mais il me semble que de toute manière, Darren Waller, son contrat n'est pas garanti. Donc, il n'y a pas énormément de dead money. Ah, si, quand même, Darren Waller, si tu le coupais, on devrait payer 7 millions de dead money. Mais s'il prend sa retraite, c'est comme si tu le coupais. Non, mais c'est ce que j'allais dire, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie. Ou alors que notre ami Mathieu de Salary Cap France, pardon, je crois, aura peut-être la réponse sur le bout des doigts. C'est que quand un joueur prend sa retraite, ça rentre pas dans le c'est pas compté comme de la dead money puisque c'est pas de la faute de l'équipe, c'est pas l'équipe qui a pris cette décision. Okay. Alors par contre un joueur qui prend sa retraite et qui veut revenir pour jouer, il est obligé de jouer avec l'équipe qui détient ses droits. Ah oui, d'accord. Okay. C'est-à-dire qu'en fait il peut pas dire ouais je prends ma retraite, j'ai pas envie de jouer avec les Giants et dans un mois il va ailleurs. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, non, il a pas le droit de faire ça. Mais après, ce qui n'est pas non plus impossible, c'est qu'ils disent « Ah, je sais pas, je suis pas sûr », jusqu'au mois d'août, et qu'ils se pointent la dernière semaine de training camp, parce que ça, c'est très connu chez les joueurs de fin de carrière qui, en fait, en ont un peu marre de faire le training camp, et qui se disent « Non, mais en fait, je suis blessé », et parce qu'ils ont juste pas envie de faire le training camp, et ils se pointent, et ils se sont quand même entraînés à côté, et ils sont prêts pour la saison. Donc, d'accord, bon. Enfin, ce serait pas mal de l'avoir cette année, quand même, Darren Waller, parce qu'on va commencer à vraiment être en dèche, on va pas commencer, on est déjà en dèche d'armes offensives, donc c'est un petit peu relou. Ouais, ça on en parlera pendant la draft parce que le move signer un wide receiver fait de plus en plus de sens dans ma tête, mais bon bref. Et donc on a signé ces 2 tight ends là, et on a signé aussi, alors là c'est vraiment du joueur de banc, hein. Aaron Stinney qui nous vient des Buccaneers et Austin Scholtmann avec 2 T, 2 N qui nous vient des Vikings.
Et donc là, c'est un qui est plutôt tackle, je crois, et un qui est plutôt centre-garde. C'est ça. Austin est plutôt centre-garde et Stigney est tackle. Bon, c'est pas du gros titulaire en puissance, mais à mon avis, là, c'est de la réflexion avec le coach de la O-line qui dit « Ok, moi, je pense pouvoir faire quelque chose avec ces joueurs-là. Bien, écoute, très bien. De toute façon, ça vient remplacer du Bredesen ou du joueur de banc. A priori, notre O-line titulaire serait connu, hein, normalement, d'après avec les signatures, et Lumunor, et puis comment il s'appelle, notre ami des Packers Runyan, ouais. Globalement, on connaît à peu près. Après, dans quel ordre, qui sera tackle, qui sera garde avec Evan Neal, on ne sait pas. Mais là, c'est de la rotation et on sait à quel point cette rotation peut être importante, puisqu'on a vu dans les années dernières l'importance, le nombre de blessés qu'on peut avoir en line. Donc ça reste quand même assez important. Est-ce que je pense pas que tu aies grand chose à nous raconter sur ces deux tight ends et ces deux joueurs de ligne offensive? 3 même, puisque tu n'as pas cité Matt Nelson des Lions. Ah oui, effectivement, tout à fait. Il était un peu plus haut. Qui est aussi un backup tackle. Uniquement right tackle de ce que j'ai vu, parce que je crois que sur les 4 dernières saisons, il a joué 43 matchs, et sur les 1000 et quelques snaps qu'il a fait, t'en as 900 qui ont été au poste de right tackle. Donc, et seulement 3 matchs joués l'an dernier pour lui. Hein. Voilà, c'est plus sa carrière avance, plus il diminue son nombre de matchs joués chaque année. Donc voilà, c'est pas du gros titulaire en puissance. Voilà, et quand tu vois ces 3 signatures, des joueurs de 28-30 ans, qui sont pas des titulaires établis, tu sens que la stratégie de Joe Schoen, c'est je signe des gars, c'est un peu comme ce que tu disais pour les receveurs, je signe des gars et on va trouver notre banc d'hommes de ligne offensive pendant le training camp. Bien sûr, ouais, mais il a raison, c'est très bien, je pense que c'est très bien de faire ça. Ouais. Et parce qu'en plus, on l'a bien vu la saison dernière, une fois que les blessures commencent à s'empiler, ça devient très très compliqué. Ouais. Alors ce qui m'étonne un peu, et je suis en train de vérifier, mais il me semble que Justin Pugh, est-ce qu'il a signé quelque chose? Moi j'ai pas vu en tout cas. Justin Pugh, non, ça dit que il y a un mois il disait qu'il voulait rester, mais oui, alors lui il dit ce qu'il veut. Après, est-ce que Josh non, il a pas re-signé, mais tu vois, Justin Pugh n'a pas été re-signé, donc ouais, c'est intéressant de voir que on va vers des joueurs. Après, Justin Pugh est quand même beaucoup plus vieux. Je crois qu'il a. Bah oui, c'est ça. Ouais. Parce que là, l'ensemble des joueurs qu'il a signés, c'est des joueurs qui ont fini leur première série de contrats post-draft, et ils ont tous moins de 30 ans, un peu de choses près. Hein. Ouais, après, on n'a pas vérifié. Bon, là, c'est peut-être un peu moins important, et puis c'est plus difficile à voir quand les joueurs sont pas titulaires au niveau des blessures, mais il y a fort à parier quand même que c'est des joueurs qui ont été peu blessés, globalement. Et est-ce que tu as entendu, oui, c'est pas une signature, c'est plus une rumeur. C'est tous ces gens qui disent Odell Beckham, il est mais tous les ans, il reviendra chez Giants, et puis Odell Beckham qui a posté un message en disant mais j'ai jamais rien dit de mal sur Eli Manning, c'est n'importe quoi. Et tu dis putain. Non. Après, franchement, Odell Beckham plus mature maintenant, qui vient pour un contrat faible, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, il a pas le... C'est comme Saquon Barkley, hein, il est... Bon, même s'il est plus vieux, mais il sait plus le joueur qu'il était quand il a fait sa saison rookie incroyable chez nous, et il se blesse beaucoup. Donc voilà, je veux dire, c'est un joueur intéressant, mais ça va pas être notre wide receiver 1, quoi qu'il en soit, donc... Alors je sais pas combien est-ce qu'il était payé l'année dernière chez les Ravens, ça devait pas être des masses, mais bon, ça devrait... c'est pas un gars non plus que tu peux mettre au minimum des vétérans. Non, tu peux pas lui donner 1 million, c'est un peu foutu. Quoique, attends, 1,25 million l'année dernière. Non, mais il devait peut-être avoir des incentives, des primes en fonction du nombre de matchs joués, des trucs comme ça. Base salary 1,25 million, dead cap 11 millions. Ah oui, parce qu'il était sur un contrat de 15 millions. Attends, mais c'est 2024 ça. Il est encore sous contrat en fait avec les... J'avais compris qu'il était... Bah moi aussi. J'avais compris qu'il était free agent. Bon, bizarre. Mais oui, est-ce qu'il s'est assagi Oui, je pense qu'il a un peu mûri. Ce que je disais sur Twitter il y a pas longtemps, c'est sa diatribe où il dit « j'ai jamais rien dit de mal sur Eli Manning ». Alors que, en fait, si, clairement... ça montre un peu que le gars est même pas capable d'assumer ce qu'il dit.
Mais bon, c'est pas très grave. Non, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais ouais, après, c'est sûr qu'en termes de talent, je veux dire, quand ton meilleur joueur dans tes receveurs, c'est Wendell Robinson, bien sûr qu'avoir quelqu'un comme Odell Beckham, tu craches pas dessus, quoi. Ben non, puis c'est un joueur très différent qui joue à plus dans la profondeur que par rapport à un Wendell Robinson, c'est sûr. Bon, voilà. Après, moi je préférais quand même qu'on aille signer un Rome Odunze ou un mec à la draft plutôt que de miser sur un Odell Beckham. C'est pas l'avenir de notre club et voilà, il peut être un joueur intéressant dans notre wide receiver room, mais pas plus que ça. On n'a pas parlé non plus, il y a peut-être une petite information intéressante, c'est la restructuration de contrat de Dexter Lawrence, juste pour indiquer qu'on a gagné 7,5 millions de cap space là-dessus. Alors comme d'habitude, corrige-moi si je me trompe, mais les restructurations, c'est toujours, tu te libères du contrat pour maintenant, mais tu te mets une épine dans le pied plus ou moins pour plus tard, mais sachant que quand les GM font ça, ils misent sur une augmentation du cap global sur les années d'après, donc ils se disent que ça aura un impact plus faible sur les années suivantes, donc ce qui peut être assez logique. Et c'est aussi, on parlait du fait que les contrats de Joe Shane sont souvent flat, c'est-à-dire qu'ils ont le même montant sur plusieurs années, et ça lui donne cette capacité justement à restructurer quand il a besoin de restructurer, sans se mettre vraiment trop dans la merde pour les années d'après. Donc voilà. Et avec la retraite d'Aaron Donald, je pense que c'est possible qu'on ait désormais, de manière sans pouvoir vraiment en discuter et de manière indiscutable, le DT le plus puissant, le plus fort de la NFL. Qui serait Chris Jones peut-être avec les Chiefs, mais bon, c'est en tout cas, si il y a peut-être discussion quand même. Allez, on peut ouvrir une discussion un jour sur qui est le meilleur defensive tackle de la ligue, mais Dexter Lawrence, à mon avis, aurait une très bonne place là-dedans. En tout cas, niveau stats, il est très largement dans la course. Largement au-dessus de beaucoup de personnes. Ouais. Truc qui n'a rien à voir et qui est complètement inutile. En plus, moi j'ai horreur de ces news people, mais c'est en cherchant des informations sur. Mais il va le dire quand même. Alors le mec te dit c'est nul, ça intéresse personne, j'aime pas ça, mais je vais vous la raconter. Vas-y. Voilà, parce que je cherchais des informations sur le contrat de Beckham Jr. Il sortirait apparemment avec Kim Kardashian. Waouh. Waouh. Écoute, mais attends, et ça date du 12 mars 2024. Je pense que c'est quand même. On a qu'à le signer, comme ça, il viendra au MetLife Stadium et toutes les caméras seraient rivées sur elle pendant le match, comme il y a eu avec le Chiefs. Ok. Et écoute, je pense qu'on peut passer aux questions, puisqu'on a fait à peu près le tour des signatures. Passons aux questions. Donc sur Twitter, je vais aller sur Twitter. On a une petite question de notre ami Niti qui fait un bon lien avec ce qu'on vient de raconter. Donc Niti qui sera là a priori avec nous pour parler de la draft. Il nous demande notre avis sur la meilleure recrue de cette free agency. Quel est ton avis, toi? Qui a été la meilleure recrue de cette free agency? J'ai déjà oublié qui en a signé la free agency. Alors moi je peux répondre si tu veux pendant que tu réfléchis. Pour moi, en termes de valeur, en termes de besoins, en termes de contrat, en termes de un peu tout, je pense que Elu Munor, c'est qui peut jouer garde et tackle, qui ne se blesse pas, qui est encore jeune et qui est plutôt bon. À mon avis, et en termes de besoins, on avait vraiment besoin d'un joueur comme ça. Je dirais que c'est peut-être lui notre meilleure signature de free agency jusque-là. Ça fait pas bander, hein, mais... Non, ça fait pas... non mais je suis d'accord. Mais... Ok, c'est pas un... Après je suis d'accord, c'est sûr que il remplit un besoin qui est ultra important chez Giants. En plus, il vient avec une attitude qui fait... il est tellement content d'être là, le mec. Ouais, je sais pas si t'as vu son interview avec John Schmelk sur Giants.com. Enfin, il est ravi, quoi. Alors, ce qui est très drôle, c'est que il dit, la première équipe que j'aimais bien, c'était Giants, parce que j'aimais bien leur casque. Et il dit, la deuxième équipe, c'était les Philadelphia Eagles, parce que j'aimais bien aussi leur casque. Mais, en fait, c'est vraiment les Giants que je préfère. Parce que il avait été les voir jouer à son premier match à Londres et tout ça. Donc, c'était la première fois qu'il avait vu du foot, tout ça. Non, il a une super attitude, il est super content d'être là. Donc, ça, c'est trop cool d'avoir un mec comme ça. Mais en fait, quand il pense... Notre free agency, en free agency pure, dans le sens où on a signé quelqu'un sur le marché libre. C'est pas passé grand-chose. La transaction la plus importante, c'est le trade de Brian Burns et puis son extension. Là, c'est le move sexy où tu te dis, ah putain, il y a des trucs... Parce que
Après, oui, Illuminor, t'as Mais regarde, Signet son contrat Luminor, il fait que 7 millions par an sur 2 ans. Oui, non, c'est pas très élevé, quoi. Quand tu vois le prix qu'ont été payés d'autres joueurs, et c'est pareil, en fait, quand tu regardes John Runyan, ok, bon, c'est pas un mec super élite, mais 3 ans, 30 millions, en fait, c'est un contrat qui est pas très élevé par rapport à d'autres contrats qu'on a pu voir où t'as des mecs qui ont été signés pour 100 millions machin. Alors oui, ils sont sûrement meilleurs que lui, mais c'est des contrats qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus impactants pour l'équipe. Donc finalement 30 millions sur 3 ans, c'est pas si élevé que ça. Le marché des gardes, enfin voilà, il vaut bien mieux être garde que safety actuellement dans la ligue si tu veux obtenir des contrats juteux. Ouais. Donc ça fait partie des postes en vogue, j'ai l'impression. C'est clair, mais bon, ouais, voilà, sinon à part ça, c'est marrant parce qu'on a quand même dépensé pas mal d'argent sur cette free agency, mais il n'y a pas beaucoup de moves qui font les gros titres. Donc oui, je vais te rejoindre sur Illuminor. Question suivante, on a Novak Jimmy qui nous dit, alors on va peut-être pas s'étendre trop dessus parce qu'il nous parle de mock draft et je pense qu'on en parlera plutôt au podcast suivant. Mais il nous demande, bon voilà, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait avec Adoree Jackson, qui pour le poste de CB2, et ben c'est une très bonne question. Je n'en sais rien à l'heure actuelle et je ne suis pas sûr que la réponse soit dans notre effectif aujourd'hui. Doit-on obligatoirement prendre un QB à cette draft ? La réponse est non, on n'est pas obligé. On a ce qu'il faut quand même en termes de QB. On a quand même Daniel Jones, on a Drew Lock et on a notre ami, comment il s'appelle, l'italien. Putain, j'ai déjà oublié son nom. J'oublie tous les noms là. Tommy DeVito. Heureusement que t'es là, mec, parce que là, je suis dans une galère totale sur les noms sur ce podcast. Déjà que d'habitude, c'est pas fameux, mais alors aujourd'hui, c'est terrible. Donc non, c'est pas une obligation, mais ça va quand même le devenir parce que et vraiment je pense que ce régime là de Daboll, Joe Schoen a vraiment envie de miser sur un QB rookie pour le développer comme ils ont su le faire chez les Bills, donc ça va venir à un moment donné. Si c'est pas cette draft là, je pense que ce sera la suivante. Voilà, donc c'était quelques questions un petit peu sur la draft, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. On a Monsieur I qui nous demande comment expliquer le bid monumental de notre O-line. Schoen et Daboll n'avaient pas vu la qualité de merde de l'intersaison, où le facteur blessure a été trop important. Ton avis, pourquoi la O-line a été aussi mauvaise l'an dernier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est les joueurs ? Est-ce que c'est les blessures ? Est-ce que c'est le coach ? Peut-être le dernier a joué beaucoup. Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça, ce qui est une réponse pas claire du tout. Mais la première chose, c'est déjà l'intersaison précédente, on n'avait pas beaucoup de cap space. Déjà, première intersaison de Joe Schoen, il avait pratiquement rien, puisque Gettleman avait mis le cap dans une situation absolument merdique. Et l'année dernière, il avait un peu plus, mais rappelez-vous, il y avait 2 contrats qui prenaient une place monumentale dans le cap space. Le premier est ensuite Kenny Golladay. Et Kenny Golladay, quand on l'a libéré de son contrat, on s'est tapé je ne sais plus combien de millions, il me semble qu'on était pas loin des 17 ou des 20 millions de dead money. Et il y avait cette question de est-ce que on prend toute la dead money sur 2023 ou est-ce qu'on la répartit sur 2023-2024 ? Et Joe Schoen a dit non, je prends tout sur cette année, comme ça 2024 je serai tranquille. Et le deuxième contrat qui pesait aussi beaucoup, pour 32 millions, c'était Leonard Williams. On a échangé et on s'est quand même tapé une partie de ce contrat à supporter sur un cap space. Tout ça pour dire que on n'a pas signé des joueurs extraordinaires sur la ligne depuis que Joe Schoen est arrivé. On a signé... Par contre, on a signé Andrew Thomas sur un gros contrat, voilà. Et on a signé Dexter Lawrence sur un gros contrat aussi. Donc ça, c'était des signatures importantes et nécessaires. Oui, mais là, on parle que de la ligne offensive. Ok, alors ligne offensive, qui on a signé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en personne qu'on a fait venir, tu vois, on a fait venir Glowinski, mais Glowinski, c'était pas plus que ça. Non, de toute façon, c'était une solution temporaire. Il le voyait pas comme son avenir, Glowinski, c'est clair. Non, c'était qui je peux faire venir à un prix correct. Voilà, mais tout ça pour dire, parce qu'en fait, je pense que signer un jeune joueur, donner une extension à un jeune joueur sur plusieurs années, même si le contrat est énorme, en fait, en termes de cap, ton impact est pas si énorme que ça, c'est pas difficile à gérer financièrement. Donc oui, en effet, on a re-signé Andrew Thomas, mais l'année dernière, c'était quand même très compliqué puisqu'on n'a pas signé beaucoup de monde et on s'est tapé énormément de blessures. Rappelez-vous, à la baille, c'était Joe Schoen qui me disait
on a eu X joueurs qui ont été titularisés sur cette ligne, et on a eu, je crois, entre 5 ou 7 différentes combinaisons de lignes mais offensives. plus que ça, mec, t'étais plus Oui. que 10, plus vers 10-15, hein. J'ai énorme, hein. j'ai plus les chiffres, mais en gros, c'était limite s'ils n'allaient pas chercher les personnes dans les tribunes en disant tiens, Qui veut jouer, qui veut t'as rentrer l'air de sur bien le terrain. voilà, tu manges bien à la cantine, toi, viens sur le terrain. Donc ouais, c'était absolument catastrophique. À tel point qu'on a été chercher Justin Pugh qui arrivait straight off the couch. Celle-là, elle est quand même assez monumentale. Cette citation où en fait il a commencé comme garde, et parce que Ezeudu s'est blessé, il s'est retrouvé left tackle alors qu'il n'avait pas joué. Enfin, il revenait de blessure. Enfin, c'était juste dégueulasse. Après, ce qui est très inquiétant, enfin, est-ce que c'est très inquiétant, je ne sais pas, mais ce qui est inquiétant, c'est que Evan Neal, qui est le premier pick de Joe Shane, n'a pas du tout rempli cette promesse, et Joe Shane n'a pas encore montré qu'il était capable de choisir un lineman qui soit bon, parce qu'Andrew Thomas, c'est pas Joe Shane qui l'a choisi. Ouais, alors, ouais, non, c'est sûr. Maintenant, je ne mettrai pas toute la faute sur Joe Shane, sur ce pic de Evan Neal. Il y avait un consensus global sur le fait que ce joueur allait être bon. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si il avait été choisir un joueur, on s'était tous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et puis il nous avait expliqué, comme l'a fait Gettleman plein de fois, mais vous y connaissez rien, mais je vais vous montrer, vous allez voir que ce joueur-là, il est génial, à te baratiner des conneries. Donc voilà, c'est pas une signature débile. Et si le joueur devient mauvais, il devient mauvais, mais ça arrive, malheureusement, tu as des joueurs qui sont pas capables de faire la transition entre la NCAA et le niveau college et le niveau professionnel. C'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il était surtout très mal coaché, et je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ce qu'on peut pas retirer à Joe Shane, c'est qu'il fait des moves, il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, je sais pas s'il fait ce qu'il faut, mais il abandonne pas cette O-line, il voit bien que c'est un problème. On a vu le nombre de signatures sur la O-line qu'on a eu à cette free agency, il a changé le coach, enfin voilà, il tente des choses, et son but c'est vraiment de réussir à fixer cette ligne offensive qui pour l'instant est catastrophique. Donc on peut pas dire que là-dessus il l'ignore et qu'il s'en fiche et qu'il n'investit pas dedans, ça c'est clair. On a Benoît qui... on a Yann TBO qui nous demande, il paraît que Russell Wilson n'est pas venu aux Giants car on ne lui garantissait pas un rôle de QB1, le staff n'aurait donc pas définitivement enterré Daniel Jones. Et vous? Alors oui, je pense que le staff n'a pas enterré Daniel Jones, et je pense qu'il compte sur lui pour la saison prochaine, et que même s'il draft un QB rookie, ce n'est pas le QB rookie qui sera titulaire en début de saison. Et si Jones est blessé, parce que pour ses ligaments, il n'est pas revenu de blessure assez vite, on a Drew Lock qui est derrière. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'on compte sur lui quand même, au moins sur la saison prochaine. Ça, je pense que c'est une réalité. Maintenant, je pense que les Giants savent que ce n'est pas la solution d'avenir pour les 10 ans qui viennent, et ils vont aller voir ailleurs. Mais ils comptent sur lui au moins pour la saison prochaine, ça c'est clair. Je sais pas ce que tu en penses, Thiago. Brian Daboll a dit cette semaine, puisqu'il y avait un meeting de NFL, il a dit à un journaliste Daniel Jones est notre gars quand il sera de retour. Et donc il faut bien tenir compte de quand il sera de retour, et c'est ce que les Giants ont dit pendant toute l'intersaison, Joe Shane comme Brian Daboll. Et ils disent des bonnes choses dans le sens, on a un joueur qui a plein de blessures, qui se remet d'une blessure et qui a aussi un passif de blessure qui fait que on ne sait pas s'il sera là en début de saison. Donc on doit se préparer à une alternative. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont complètement abandonné Daniel Jones? J'en doute, dans la mesure où en fait ils l'ont re-signé pour un gros contrat, et que ce serait quand même assez bizarre au bout de seulement un an derrière une ligne offensive horrible et absent à cause de blessures, de dire en fait non, Daniel Jones c'est fini, merci, au revoir. Donc bien sûr, bah oui. Ils sont quelque part aussi un peu obligés de croire en Daniel Jones pour la deuxième année. Après, si à la fin de cette année 2024 ça va toujours pas, là oui, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le ton change un peu concernant Jones et que l'équipe décide d'aller voir ailleurs. Et je te rejoins, c'est pas du tout exclu qu'on drafte un quarterback. Je trouve aussi assez normal qu'on ait fait une visite, qu'on ait reçu Russell Wilson pour une visite, parce que quand tu as la possibilité de signer un joueur comme Wilson, qui a été à 2 Super Bowls, qui en a remporté un, qui a de grandes chances de se retrouver au Hall of Fame, et le payer 1,9 million, parce que c'est ça ce qu'il est payé par les Steelers, puisque les Broncos payent son ancien contrat.
Bah oui. Et pourtant, moi, je suis pas un grand fan de Russell Wilson. Je trouve que c'est un bon joueur. Je trouve que c'est un gars qui manque un peu d'authenticité quand il est face aux médias, qui a Ouais, l'air c'est clair. de se mettre beaucoup en scène. Mm. Donc il a l'air un peu spé quand même. Ouais, c'est ce que je me dis à chaque fois que je le vois, pareil, je me dis la même chose. Mais bon, ça reste quand même des bons quarterbacks en NFL. Il n'y en a pas 36 000. Après, est-ce qu'on lui a pas garanti un poste de titulaire? Je sais pas. Je pense pas qu'on lui aurait garanti Non, un je pense poste que de c'était titulaire. pas le cas. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que les Steelers lui aient garanti aussi un poste de titulaire, puisqu'il y a déjà des rumeurs qui disent que les Steelers ne s'interdisent pas de le couper en cours de saison si jamais, Ah bah vu son contrat, on s'en fout. ça colle pas, parce qu'en fait ils ont aussi le quarterback des Bears dont le nom m'échappe à l'instant. Justin Ouais. Fields. Voilà, toi et moi là aujourd'hui sur les noms c'est pas trop ça. Et de l'autre côté, on a aussi, je sais pas si tu as entendu parler de cette rumeur de Drew Lock. Apparemment, le GM des Seahawks a dit bah nous on aurait bien voulu garder Drew Lock, mais les Giants lui ont promis qu'il aurait une chance de tenter sa chance pour être titulaire. Oui, d'accord. Mais lui, il a dit, pour l'instant, c'est pas moi le titulaire, et il était clair là-dessus. Je mettrais une petite nuance par rapport à ce que tu as dit sur Daniel Jones, où tu disais, oui, on verra après la saison, ils prendront leurs décisions, machin. Moi, je pense que, dans leur tête, c'est clair que c'est pas Daniel Jones le futur des Giants. Maintenant, c'est pas ça qui fait qu'il jouera pas cette saison. Mais je pense que dans leur tête, ils vont devoir aller chercher un QB à un moment donné, et ça fait un petit peu liaison avec une autre question que Monsieur I nous a posée. Il nous demande est-ce que c'est la saison la dernière chance pour Daboll. Moi je pense pas, à mon avis il a encore 2 saisons, cette saison là et la saison suivante pour faire quelque chose, mais bon, on a bon espoir quand même qu'on fasse pas 4 victoires pour cette saison et qu'on arrive à faire un petit peu mieux malgré tout. Ça va être, enfin, Dabble, ça va être difficile de le garder en place s'il fait que 4 victoires en 2024. Je Ah pense oui, pas que oui, ce non, non, je suis d'accord, mais Ouais. en fait, ça dépend s'ils draftent un QB là et qu'ils font que 4 victoires, ils peut-être leur laissent une saison suivante. Ça dépend de la physionomie de la saison, en fait, je pense. Pas forcément, parce que je te rappelle que Pat Shurmur, il a drafté Daniel Jones sa 2e année comme coach des Giants. La c'est saison vrai. n'a pas été excellente et il s'est fait jarter là. Donc, oui, on pourrait se dire, oui, bon, bah, vu que ils viennent de drafter un rookie quarterback, on leur donne un peu plus de temps. Mais Oui. tout dépend en fait de la physionomie de à quoi va ressembler la saison. Si en Oui. fait on est nul sur tous les niveaux et que c'est pas que le quarterback qui est naze. Et je pense que d'ailleurs c'était un peu l'état d'esprit de Mara et de Gettleman à l'époque, qui était de dire bon, Shurmur ça fait pas l'affaire. On a un jeune quarterback, essayons de mettre ce jeune quarterback entre les mains d'un nouveau coach qui va pouvoir le modeler. Ça n'a pas marché non plus avec Joe Judge, et puis là on se retrouve. Mais non, et surtout que Shurmur, en fait, avait fait des bonnes choses avec Daniel Jones, en fait. Sa saison était bonne à Daniel Jones. La meilleure saison de Daniel Jones, c'est quand il est sous Shurmur. Et c'est logique. Ouais. C'est logique d'ailleurs, parce que c'est Shurmur qui a chuté. Et d'ailleurs, je ne serais absolument pas surpris que si un jour on se débarrasse de Daniel Jones, que Daniel Jones se retrouve à un moment donné dans la même équipe que Pat Shurmur. Un peu comme Kirk Cousins, qui s'est retrouvé avec O'Connell chez les Vikings. O'Connell était son, je sais plus si c'était son QB coach ou son coordinateur offensif chez les Redskins, parce que c'était bien les Redskins à l'époque. Et en fait, O'Connell, Kirk Cousins, ça fonctionnait bien puisque les deux se connaissaient très très bien. Et ils avaient choisi Kirk Cousins parce qu'ils savaient qu'il avait ils avaient les éléments qui collaient bien pour leur système offensif. Donc c'est une situation très compliquée pour Daboll parce que si tu draftes, et on pourra en reparler pendant un draft, mais si tu draftes un quarterback, ça veut dire que tu te prépares à une saison avec encore peu de victoires et t'es pas forcément garanti d'être gardé à la fin de saison. Si tu vas sur un autre poste que quarterback, ça veut dire que tu joues avec Daniel Jones sans avoir toute la confiance que tu avais avant sur le joueur, même si face aux médias tu dis oui c'est notre quarterback, blablabla. Je trouve que c'est ultra bancal pour Brian Daboll et pour Joe Schoen, surtout que les deux en fait n'ont pas forcément les mêmes horizons de vue. Joe Schoen, c'est exactement ce que j'allais évoquer. Ils n'ont pas les mêmes horizons et Joe Schoen sera pas quoi qu'il en soit, Joe Schoen aura au moins une saison de plus, ça c'est sûr. Il sera pas viré à la fin de la saison, même si ça se passe mal. Par contre, Daboll, ça peut être le cas. Ouais.
Josh Allen aura au moins le droit d'avoir un head coach de plus. Donc mais ça va être difficile parce qu'on les sent quand même très 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 liés les deux. Ils sont arrivés ensemble de la même équipe machin, donc ils ont quand même vraiment très liés. Ce sera difficile pour Josh Allen de se séparer de Daboll. Mais voilà, on espère que ça fonctionne et on va pas imaginer le pire tout de suite. Alors après, on a une question de Benoît qui nous dit à votre avis, wide receiver au QB ou trade down à la draft. Écoute, ça, on en parlera au podcast suivant, je pense, ce sera plus approprié. On a Tony qui nous demande est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'engager un QB vétéran plutôt que de repartir avec un hypothétique jeune talent. Alors là, je suis pas sûr de la question. Est-ce qu'il parle de Drew Lock ou est-ce qu'il parle d'un QB qu'on va signer à la draft? Non, je pense qu'il parle peut-être de Drew Lock, mais la question est assez est valide. Elle est pertinente. Il y avait des gens qui parlaient de Joe Flacco, qui disaient pourquoi est-ce que Giants ne signerait pas Joe Flacco. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais il faut, ça marche pas ça d'aller chercher. En fait, si tu veux chercher pour moi un QB vétéran, il faut que ton équipe il faut qu'il manque plus que ça à ton équipe, tu vois. Sinon, tu as besoin d'un QB sur un contrat faible et souvent c'est ça que font les équipes, c'est des petits contrats avec des contrats rookies de QB jeunes. Aller chercher un QB vétéran, il faut qu'il te manque plus que ça dans ton équipe, sinon tu es en train de reconstruire une équipe et tu vas chercher un vieux de la vieille, un Joe Flacco, enfin c'est pas ça qui va te faire gagner quoi. En même temps, Joe Flacco, là, il a signé pour 8 millions, 8,7 millions chez les Colts, et je pense que Drew Lock c'est 5 millions. Drew Lock, c'est 5 millions. Ouais, donc Drew Lock, c'est quand même moins cher. Mais bon, je veux dire, 3 millions, c'est pas la mer à boire dans le cap space d'aujourd'hui en NFL. Bah non, mais si ça avait été la mer je veux dire, si c'était le cas, on gardait Tyrod Taylor, qui a été signé que à 9. Donc tu vois, c'était la même chose. Moi, je préférais Tyrod Taylor qui a montré de belles choses l'an dernier. Mais Drew Lock a été plutôt correct l'an dernier aussi. Hein. C'était en QB remplaçant, c'est bien. Hein. Franchement, je trouve que ça fait le taf. On a le Messois qui nous raconte la free agency est assez faible. Vu la free agency assez faible qu'on a réalisée, j'aurais tendance à trade down à la draft pour accumuler les tours de draft. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle toujours de la draft ici. Je dirais pas que c'est une free agency assez faible. Moi, je dis que c'est une free agency logique et où on a été chercher les joueurs qu'on avait besoin. Il nous manque. On aurait bien aimé viser, comme on l'a dit tout à l'heure, cornerback ou safety. Maintenant, je dirais pas que c'est une free agency qui a été assez faible. Hein. Enfin, je sais pas si toi tu dirais ça, Thiergo, mais. Non, c'est qu'en fait, on a 2-3 moves qui ont vraiment marqué tout le monde, et puis après, en fait, on a surtout renforcé le banc. C'est sûr qu'on a eu des free agency plus actifs que ça. Mais après, sur la question du trade down, en effet, on parlera plutôt de ça lors du podcast de la draft, ça fait partie des considérations, surtout avec les Vikings qui ont l'air de se préparer à un trade-up. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cette question pour le prochain épisode, ça c'est sûr. Voilà, on reviendra sur quelques questions. Effectivement, de toute façon, elles seront répondues d'elles-mêmes. La question, elle est vite répondue. Ce qui est sûr, c'est que si ils ont un QB en tête qui leur plaît, qui arrive au choix 6 jusqu'à nous, ils vont pas trade down. Ça, c'est sûr que quand tu as le QB qui te vient à toi et c'est ton QB dans ta tête, tu dis c'est mon QB d'avenir, là, il n'y a pas d'autre solution, tu le piques, c'est sûr, quoi qu'il en soit. Mais trade down reste une possibilité en fonction de ce qui va se passer, puisqu'on peut possiblement avoir 4 QB pick dans les 5 premiers tours, donc voilà, tout est envisageable. Vivien Chauffaille nous demande question sur la O-line, peut-on vraiment espérer avoir franchi un gros gap avec toutes les recrues prises? On a un peu répondu déjà. Et pas que les recrues, le coaching surtout. Ouais, en fait, quelque part, je suis beaucoup plus intéressé de savoir ce que le nouveau coach va apporter. Puisque, comme tu le faisais remarquer un peu plus tôt, oui, Evan Neal, il y avait un consensus sur le fait qu'il ait du talent et le fait qu'il se soit planté jusqu'à présent, c'est peut-être pas uniquement de sa faute. Hein. C'était le cas d'Andrew Thomas après sa première saison rookie qui avait été catastrophique, et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs left tackle de la NFL. Donc ce ne sont pas forcément les meilleurs linemen qu'on a signés, mais ce sont des bons joueurs pour certains d'entre eux, en tout cas Runyan et Eliomenor. Mais ouais, je suis très intéressé de savoir ce que le coach de la ligne offensive va faire de ces gars-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a une dernière question de Dr Goot qui nous dit vu notre nouvelle relation privilégiée avec les Eagles, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de
de passage dans les deux sens. On pourrait tenter de leur échanger Evan Neal. Ouais, bon, il dit ça pour plaisanter, évidemment, il y a un petit smiley wink wink. Plus sérieusement, n'avez-vous pas peur, je n'arrive même plus à lire, c'est terrible ce podcast, n'avez-vous pas peur du déséquilibre impressionnant entre notre défense top 10 NFL et notre attaque last 5 ? Alors, je dirais pas qu'on est top 10, c'est pas parce qu'on fait venir Brian Burns qu'on est d'un coup top 10. Si on arrive d'une défense milieu de tableau, je trouve que c'est très bien. Je pense que notre front 7 est très fort. Je pense que les DB sont un peu faibles. Et il va falloir faire des choses à ce niveau-là, bien sûr. On l'a évoqué plusieurs fois dans le podcast déjà. En tout cas, oui, il y a clairement un déséquilibre, ça c'est sûr. Je pense que la défense est plus forte que l'attaque. Et on a des vraies armes en fait dans cette défense. Nos deux edge de défense sont des joueurs qui a priori sont jeunes et bons. Et sont des armes puissantes. On a un defensive tackle qui est un des meilleurs de NFL, on a un middle linebacker qui est très fort, on a un cornerback qui va entrer dans sa deuxième année, qui a fait une première saison rookie qui était très bonne, ou au moins bonne, donc il y a des armes dans cette défense, ça c'est clair. En attaque, on a plus de mal à voir les armes. Clairement, il n'y a pas de joueur qui tire son épingle du jeu pour l'instant. C'était Saquon Barkley jusqu'à maintenant. Il est parti, donc c'est clair qu'en attaque, on a du mal à voir. Et la draft, est-ce que la draft suffira ? Difficile à dire pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thiergo. Est-ce que tu vois notre défense top 10 NFL ? C'est peut-être un peu optimiste quand même. Top 15, ça c'est sûr. Je pense qu'on est clairement dans la bonne partie du tableau. Sur le papier, en tout cas. Sur le terrain aussi. Parce que on ne sait pas encore. Enfin, je veux dire, il faut attendre la saison pour savoir si on a une défense. Oui, mais par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, en termes de points encaissés, on était dans les dernières équipes. Non, ouais, mais la seule inquiétude que j'ai, c'est ce que dit Dr. Good, et on en a parlé un peu avant, c'est en effet la secondary qui s'est clairement affaiblie. Mais oui, on pourrait se dire, bon, de toute façon, nouvelle saison, tout le monde repart de zéro, donc c'est difficile de dire qu'on est top 15. Mais on a en tout cas certainement des très très bons éléments dans le front 7. Et puis aussi, on a un nouveau coordinateur défensif. Ça va être intéressant de voir ce qu'il va apporter sur le terrain et quelle va être la philosophie qu'on va avoir. Est-ce que... ils en ont parlé un petit peu déjà. Tu avais entendu cette interview de Joe Schoen qui parlait un peu de la partie philosophie justement de cette défense ? Non, je l'ai loupé celle-là. Alors, il me semblait que j'en avais parlé dans un podcast, mais il disait qu'en gros, la philosophie de Wink Martindale, c'était on arrête la course et donc sous-entendu, on va pas trop mettre la pression sur le QB et on voit ce qui vient. Donc en fait, on arrête la course sur les premiers second down et on s'attache à défendre en troisième down. Et a priori, notre nouveau coordinateur défensif, c'est pas vraiment ça, et Joe Schoen expliquait un petit peu ça, c'est que la philosophie est vraiment différente, parce que c'est plutôt, on met la pression au maximum sur le quarterback, et on voit ce qui arrive ensuite, ce qui est une stratégie complètement différente, et la signature de Brian Burns vient valider un peu cette philosophie. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, on arrive à la fin de ce podcast, on a, je crois, pas loupé de questions, je refais un petit non, je pense qu'on a tout demandé. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, c'est très cool. J'aime bien quand on fait ça, c'est toujours intéressant d'avoir des demandes de l'extérieur. On avait déjà fait ça une fois il y a quelques temps et on le refera de temps en temps quand on y pense. C'est toujours intéressant d'avoir vos questions. Ouais, un petit peu d'interaction ne fait jamais de mal. Écoute, je pense qu'on a terminé sur ce podcast. Le prochain podcast, alors d'ici peut-être 2 semaines, on fera cette prédiction Free Agency. On fera venir notre ami Nitti qui est toujours le spécialiste sur la NCAA, qui est capable de nous sortir des joueurs. Tu vois, on a l'impression qu'il a un sac comme ça, il met la main dedans, et puis tu lui dis alors un receveur au 3e tour, hop, et il te sort, lui il serait pertinent. Là, il est bon pour ça, Nitti, il connaît très bien tous ces joueurs de college, donc on va se faire un plaisir de faire ces analyses avec lui. Et puis voilà, peut-être qu'on finira par une petite mock draft sur ce podcast pour voir ce qui va se passer. Et puis finalement, la draft va arriver assez vite puisqu'elle a lieu dans un mois. Si je dis pas de bêtises, on est le 24, dimanche 24 mars au moment où on enregistre, c'est le 25. Je crois que c'est dans le 26-27. Ouais, peut-être 25, je sais plus. 25, c'est le jeudi. Je crois que tu dois avoir le premier tour le jeudi, tour 2 et 3 le vendredi, et puis le samedi pendant la journée, t'as 4, 5, 6, 7, ce genre de truc-là. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Voilà. Ok, donc c'est fin avril. Tout à fait. Et écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci Thiergo d'avoir participé comme d'habitude. Et à très bientôt tout le monde. À plus. Salut. Ciao.